Allez, on continue le live du Grand Forum du Patrimoine. On va parler maintenant crowdfunding immobilier qui a le vent en poupe. Pour en parler, deux spécialistes. D'une part, Alexandre Toussaint. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes le président de Baltis Capital et à vos côtés, Thomas Deronne. Thomas, bonjour. Bonjour Frédéric. Thomas, vous êtes le président de Finpol. Vous êtes l'un et l'autre. Vous représentez des plateformes. On reviendra un peu plus tard sur les spécificités de chacun. J'aimerais pour mettre le décor, qu'on revienne un peu sur ce marché du crowdfunding immobilier. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu assagi. Il y a eu une époque, il y a des initiatives dans tous les sens et parfois des initiatives un peu, on va dire, hasardeuses. Ça s'est calmé un peu, Thomas ? C'est un marché qui va avoir une dizaine d'années, donc il y a eu des étapes. En effet, au début, un certain nombre d'initiatives de plateformes émergeaient. Là, on arrive sur un marché qui atteint une certaine maturité. Donc, il y a une dizaine d'acteurs. Voilà, une dizaine d'acteurs aujourd'hui qui sont de taille quand même significative, qui opèrent sur ce marché. Donc, c'est un marché beaucoup plus stable aujourd'hui. Et c'est aussi un marché qui est aussi beaucoup plus réglementé, parce que l'AMF a bien encadré aussi. C'est moins le Far West que ce qu'on a pu connaître à une époque. Aujourd'hui, on peut pas exercer sans agrément de l'AMF, donc ça réduit forcément. C'est quand même une bonne chose. C'est une très bonne chose pour les plateformes, pour les épargnants et pour les épargnants, bien sûr. Alexandre, on a une idée de la taille de ce marché du crowdfunding immobilier ? Alors la taille, je sais pas si on a un chiffre sur la taille, en tout cas ce qu'on a collecté, l'ensemble des plateformes ont collecté l'année dernière en 2021 avoisine 1 milliard d'euros. D'accord, ça commence à faire un peu d'argent. Sachant que l'année précédente, on était aux alentours des 500 millions, donc ça a quasiment doublé cette année. Ça devrait encore être le cas sur 2022. Donc on a un marché qui continue à avoir un multiple de 2 chaque année. Ouais. Donc l'un comme l'autre, pour 2022, vous tablez sur un marché global, pas uniquement pour vous, mais sur un marché global à 2 milliards, à peu près 1,5 milliard, 2 milliards. 1,5-2, ouais. Entre 1,5 milliard et 2 milliards. D'accord. C'est quoi le ticket moyen de l'investisseur qui fait du crowdfunding immobilier ? Alors, je dirais le ticket moyen, si on regarde l'ensemble des plateformes, c'est aux alentours de 5 000 euros. C'est pas énorme. Voilà. C'est les petits tickets. C'est les petits tickets. Alors, c'est ouvert. Je dirais, il y avait une vraie volonté de démocratiser ces classes d'actifs-là. Et puis, comme c'est des petites tailles, ça permet d'en faire plusieurs. Exactement, ça permet de diversifier. Voilà. Alors après, globalement, nous, sur Finpol, on a plutôt une clientèle patrimoniale, donc avec des tickets moyens aux alentours de 50 000 euros sur les produits obligataires IMO. Oui. Ok. Nous, on reste très proche du marché du ticket moyen. On est à 7 000 euros en ticket moyen. D'accord. On a un ticket d'entrée à 1 000 euros. Comme la grosse majorité des plateformes, c'est 1 000 euros. On a certaines qui sont un peu en dessous, certaines un peu au-dessus. Mais donc, effectivement, les investisseurs investissent 1 000, 5 000, 10 000 et ça en fait une moyenne à 7. Et ils investissent de notre côté sur Baltis en moyenne dans 4 projets. Donc, ça leur permet de diversifier assez rapidement. Ce besoin, ce souci. Est-ce qu'on a une idée, on a un portrait type, une segmentation des investisseurs qui viennent sur des plateformes ? Alors, nous, on sait qui c'est. Qu'on appelle ça un portrait robot de l'investisseur chez Baltis, en tout cas. Alors, c'est un homme, pour l'instant, en tout cas. 43 ans, plutôt parisien ou Île-de-France. D'accord. Et cadre, on va dire jeune cadre dynamique de 43 ans. D'accord. Qui a un peu de moyens financiers. Thomas, chez Finpol, on s'est posé la question, on essaye un peu de savoir avec qui on travaille. Oui, bien sûr. Donc, on a également, alors on est à peu près dans les mêmes âges, enfin on est à 45, donc c'est pas très loin en termes d'âge. Plutôt 4 sup, chef d'entreprise. Mais après, vous avez des tickets plus importants. On a des tickets plus importants et on a un écart type très important parce qu'en effet, comme sur Baltis, on a des tickets d'entrée à 1 000 euros et le plus gros ticket unitaire est d'1 million d'euros. Donc, on a un écart type qui est suffisamment significatif pour avoir un marché assez global en termes d'investisseurs. 1 million d'euros. Oui. Ah oui, ça, c'est un gros ticket. La durée. Parce que je crois qu'un des charmes du crowdfunding immobilier, c'est qu'on est sur des durées relativement courtes. Oui, enfin, en tout cas, c'est ce qui fait. C'est ce qui fait, mais c'est globalement, je pense qu'on est à peu près global. Enfin, toutes les plateformes sont. La durée moyenne est aux alentours de 24 mois. D'accord. Ce qui fait aussi, je dirais, qui donne l'attractivité de ce produit, parce que dans un contexte que l'on traverse, qui est très mouvant, la maturité très courte des produits fait que voilà, ça permet d'y aller et de pouvoir s'adapter au fur et à mesure des années dans son allocation. Et voir, ça permet de découvrir, de faire une petite opération tout à fait, qu'on valide au bout de 24 mois ou 36 mois. Et puis, une fois que c'est validé, si on est convaincu, si ça s'est bien passé, on peut y retourner. Exactement.
Ok, c'est important cette durée. Ouais. Cette Nous, on a notion. une durée peut-être un peu plus courte. Alors, on y reviendra certainement Ouais, sur la ouais, nature ouais. des projets. Nous, on est plutôt sur des projets de marchand de biens qui ont plutôt des durées entre 12 et 18 mois. Donc, la D'accord, moyenne de nos projets, c'est 15 mois. Et d'accord. effectivement, je pense que c'est le critère numéro un de choix d'investissement parce que c'est très lisible dans le temps de se dire j'investis sur un an et demi maximum. Et quand il y a le retour sur investissement, si on n'a pas besoin de cet argent-là, on le réinvestit Ah, et c'est reparti pour un an et demi. mais c'est vrai que sur une période où les marchés actions, c'est compliqué, les matières premières, c'est C'est compliqué. stratosphérique, les marchés de taux, c'est devenu très compliqué aussi. Le crowdfunding, avec ses durées d'immobilisation relativement courtes, ça a quelque chose de rassurant pour l'investisseur. C'est rassurant et c'est surtout très unique. Il n'y a pas d'autres solutions d'investissement aujourd'hui où on peut décider d'investir en juin 2022 et de sortir en juin 2023 de manière contractuelle. Sinon, il faut boursicoter, sinon il faut faire ça de son côté, mais en tout cas de manière très contractuelle dans l'immobilier avec des belles performances cibles, c'est complètement unique et d'où le fait que le crowdfunding elle va en poupe, notamment grâce à ça. Est-ce qu'on peut parler du type d'opérations que vous financez l'un et l'autre? Parce que Alexandre, vous disiez, bah voilà, nous on est sur des durées, on fait des opérations avec des marchands de biens, donc c'est un peu plus court. Pourquoi c'est plus court? Pourquoi dans un cas c'est 12 mois? Pourquoi dans un autre cas c'est 24 Hmm. mois? Alors nous, sur Baltis, on est spécialisé uniquement sur le secteur de l'immobilier. D'accord. Et donc, il y a deux grandes catégories dans l'immobilier. Il y a le côté marchand de biens. Donc là, c'est vraiment de l'achat, travaux et revente. Ouais. Donc, période assez courte. Il y a le temps d'acheter, de rénover, souvent de relouer et de revendre. Donc, on va dire que c'est souvent un an en moyenne. Et l'autre, c'est la promotion immobilière. Donc là, on participe à la construction d'un immeuble. C'est un Donc, cycle plus long, c'est un non? cycle plus long. D'accord. Et donc, c'est plutôt 18, 24 mois, voire un peu plus. D'accord, ok, c'est très clair. Merci, c'était très synthétique. Chez Finpol, Thomas? Alors on a les mêmes, je dirais les mêmes classes, donc à la fois la partie VFA, donc promotion, donc D'accord. sur des durées 24 mois, partie marchand, logistique. On a également une branche Synaspic, donc c'est la construction d'écoles Synaspic, c'est quoi? notamment dans Paris. C'est la réhabilitation d'immeubles plutôt parisiens en Ouais, école. d'accord. Voilà, et puis après il peut y avoir différentes typologies qui viennent se greffer, je dirais, que ce soit bureau, que ce soit résidentiel. Après, tout ça se mélange en fonction Et des solutions. contrairement à Baldis qui ne fait que du crowdfunding immobilier, vous faites du crowdfunding immobilier et aussi pour PME, financement de oui, tout à PME. fait. Donc, on a cette approche depuis l'origine de Finpol, qui est le financement de PME à l'origine. En 2017, on est parti sur le marché de l'immobilier. Ouais, Et cette casquette plutôt PME nous permet aussi de proposer des financements dits corporate, où là, on va d'accord. financer des groupes de promotion ou des PME, et du coup avec une approche beaucoup plus macro, je dirais, sur le portefeuille immobilier de ces groupes. Donc un spectre un peu plus large Mm. chez Finpol. Votre terrain de jeu en termes de scope géographique à l'un et à l'autre, c'est quoi? National, aujourd'hui, National pour on a Finpol. des clients, que ce soit émetteurs, mais Je, également investisseurs. je pensais en termes de biens, en termes d'opérations que vous financez. C'est des opérations que vous trouvez Un peu un peu partout en partout sur le France. territoire. Alors aujourd'hui en France, on commence à avoir même des opérations au niveau européen. Nos D'accord? agréments d'ailleurs vont tendre vers un agrément européen dans les prochains mois. Donc on commence à avoir certaines opportunités en Europe. Ok, c'est quoi? C'est l'Allemagne, c'est Alors quoi? c'est l'Allemagne, c'est le Portugal. On commence voilà à rentrer un certain nombre d'opérations intéressantes dans ces pays. D'accord. Et chez Baltis? Chez Baltis, on investit beaucoup en région. On est originaire de régions pour beaucoup chez Baltis, notamment moi qui suis originaire de Lille. Donc on a beaucoup investi dans les grandes métropoles françaises, à Nantes, à D'accord. Lille, à Lyon, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, donc beaucoup en région. Comme disait Thomas, il y a donc l'agrément va Évoluer? évoluer et s'ouvrir sur l'Union européenne. Et nous, on envisage d'ouvrir un bureau assez vite en Belgique pour D'accord. qui nous semble être la continuité de la France, un pays peut-être plus facile, plus abordable, plus accessible. L'enjeu, c'est quoi? C'est atteindre une taille critique? Parce qu'on l'a dit, c'est un marché qui existe depuis une dizaine d'années. Ça a été bourgeonnant. Ça s'est un peu structuré. Ça va continuer à se structurer? Bon, déjà, ça s'est bien stabilisé. On disait Ouais. une quinzaine d'acteurs sur le marché. Pas de nouveaux entrants depuis quelques années maintenant. Alors peut-être que l'agrément européen va faire en sorte que des acteurs étrangers vont venir en France, mais moi je vois pas des nouveaux acteurs français arriver sur le D'accord. marché. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu argent? Vous financez des opérations avec des durées plus ou moins longues, marchand de biens, c'est plus court que promotion. En termes de rendement, on attend quoi? Ça délivre quoi, le crowdfunding immobilier? Je dirais aujourd'hui, on peut, en fonction, il y a une véritable courbe des taux qui s'est créée. Donc, on peut attendre sur des opérations très sécurisées
Nous, on a développé 2 produits, donc avec du capital assuré ou de la fiducie, des rendements aux alentours de 4-5%. Mais il n'y a pas de risque de perte en capital. Donc, il n'y a pas de risque non, de tout à fait. perte en capital. Là, la cible, c'est principalement de la trésorerie d'entreprise, d'exploitation, et ou, je dirais, des personnes qui souhaitent mettre un premier pied de manière un peu sécurisée, un ticket pour voir. Et on monte jusqu'à à peu près 10% sur des opérations un peu plus traditionnelles que l'on peut retrouver sur à peu près l'ensemble des plateformes. Alexandre, c'est les mêmes chiffres? On est assez proche. Nous, l'éventail, alors sur le papier, c'est entre 8 et 12%. Dans la réalité, on est entre 9 et 10%. Et la moyenne sur 2021, c'était 9,65. Bon, j'ai besoin de comprendre comment vous faites pour servir un tel rendement. Alors, les taux sont en train de remonter, mais quand même pas à un point stratégique. Je suis marchand de biens. Pourquoi je ne vais pas me financer auprès de mon banquier? Pourquoi je vais venir chez vous avec un financement qui va me coûter plus cher? Mais vous allez... on ne vient pas se remplacer les banques. En fait, dans chacun des projets, il y a une banque qui finance. D'accord. Sauf que les banques ne financent jamais 100% d'un projet. Ils financent 80, voire 90% d'un projet. Et donc, il y a le 20 ou 10% restant, qui on appelle du coup les fonds propres des opérateurs, qui doivent, eux, apporter au départ. Et nous, on vient financer une quote-part de ces fonds propres. D'accord. D'où le fait que l'opérateur accepte de payer un petit peu cher. Il paye un peu plus, et en contrepartie, au lieu de mettre beaucoup de fonds propres dans un seul projet, il peut en faire 2, voire 3, donc il y a un effet de levier en termes de nombre de projets. Et c'est un élément qui est très important pour les professionnels de l'immobilier parce que c'est un métier très capitalistique. Il faut parfois se positionner de manière très rapide sur un foncier, parce que le foncier est de plus en plus rare. Donc ils ont besoin de garder quand même des fonds propres dans leur structure pour pouvoir justement saisir des opportunités et multiplier, comme le disait Alexandre, le nombre d'opérations. Ou aller sur des projets plus gros. Ils ont l'habitude d'aller sur des projets qui vont entre 1 million, 1,5 million, 2 millions. Et grâce à une consolidation de leurs fonds propres, ils peuvent aller sur des sujets plus gros. D'accord. Je crois que c'est Thomas qui disait, voilà, il faut bouger vite parce que le foncier est rare. Donc, quand il y a une opération, un potentiel qui se libère, il faut se positionner rapidement. Ça veut dire que vous, l'un et l'autre, en tant que plateforme, vous devez aussi être très réactif. C'est entre le moment où vous recevez le dossier et le moment où vous faites vos due diligence, vous dites OK ou pas OK, on y reviendra. Il se passe combien de temps ? Il se passe à peu près un mois, entre un mois et demi, tout dépend de la réactivité de l'émetteur. En général, le sujet est principalement là pour nous fournir l'ensemble des éléments. Et c'est un élément important et c'est ce qui a fait aussi la croissance du crowdfunding immobilier, plutôt côté émetteur. Parce que comme on le disait, on accompagne des marchands de biens. Alors autant des promoteurs immobiliers, on est sur un cycle long, autant un marchand de biens, il y a une opportunité, il faut qu'il puisse la saisir très très vite et assurer son financement très très rapidement. On est sur presque les mêmes délais, on va dire c'est un mois en moyenne, sachant qu'on a déjà réussi à financer des projets en 4 jours. C'était le jeudi, on reçoit un dossier, il nous faut l'argent le lundi. Mais vous connaissiez l'opérateur, c'est des gens que vous connaissiez déjà. On connaît, alors celui sur les 4 jours, oui, on le connaissait. Après, nous, on est une plateforme plus petite, plus à taille humaine, donc très réactive et qu'on sait gérer des urgences. S'il y a un besoin de récupérer les fonds dans 4 jours, on se met en ordre de bataille pour y arriver et on y arrive. Mais on n'aime pas trop travailler. C'est pas très confortable, mais on sait le faire. C'est pas très confortable. S'il y a une urgence, mais en moyenne, c'est un mois. Avec un partenaire qu'on connaît déjà, dont on connaît la solidité financière sur un projet qui semble bien bouclé, vous êtes capable de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fenêtres de tir sont courtes? Côté investisseur ou côté... Alors, côté investisseur, c'est vrai que les fenêtres de tir sont assez courtes. Sont très courtes. Sont même très courtes. C'est quoi chez Finpol? C'est quoi chez Balbis? Alors, on a 2 fenêtres de tir. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des professionnels du patrimoine. Donc là, il y a un jeu, bien évidemment, d'anticipation. On prévient nos partenaires en amont. Ils ont un peu plus de temps. On ne peut pas demander à un professionnel du patrimoine de dire vous avez 3 heures pour appeler vos clients, les positionner. Donc, ils sont informés une quinzaine de jours avant le lancement de l'opération que telle opération va sortir. Mais dès que l'opération est mise en ligne, hormis les réservations qu'on peut avoir de nos partenaires, en règle générale, c'est financé dans la journée ou dans la semaine parce qu'on a des opérations de 500, 600 000 euros, mais on a aussi de plus en plus des opérations de 8 millions. Donc, on met forcément un peu plus de temps. Allez, on va laisser parler aussi un peu. Nous, on envoie les projets effectivement 4 jours avant. On aimerait faire plus, mais on est quand même souvent tendu par un calendrier. Donc, c'est 4-5 jours avant, on va dire minimum. Pour prendre connaissance, découvrir, poser des questions, s'appeler, etc. Et ensuite, les collectes durent quelques minutes, au grand maximum quelques heures. On a déjà fait des projets, on a collecté 1,5 million en 7 secondes. On a ouvert, alors c'est le process de souscription, c'est que les investisseurs effectivement étaient au courant. Voilà, c'est ça. Mais le process de signature et de paiement a duré moins d'1 minute. Il faut bien distinguer l'information en amont. C'est ça.
qui se fait sur plusieurs jours, éventuellement des allers-retours. Et puis, après, il y a un moment, c'est comme les enchères, on ouvre. C'est ça. Et c'est premier arrivé, premier servi. C'est ça. Et en fait, le jour où la collecte s'ouvre, il n'y a plus de question. On vient, on se connecte juste pour souscrire. Soit ça m'intéresse, soit ça m'intéresse Voilà. pas. Si ça m'intéresse pas, c'est simple. Si ça m'intéresse, je sais que ça commence à 10h et puis je mets mon ordre et puis voilà, c'est ça. C'est ça. C'est l'ouverture des souscriptions. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on vient le vendredi à 14h pour souscrire, pas pour découvrir. C'est trop tard. Ouais. Ok. Les partenaires CGP, est-ce que ça demande une certaine agilité, enfin une grosse réactivité quand même, non? Mais, encore une fois, ce que je disais, nous, on les prévient en amont. Donc, ils ont déjà, l'ensemble de nos partenaires connaissent, je dirais, le mécanisme. C'est pas une découverte. Après, c'est le dossier en tant que tel qui reste à découvrir et les modalités financières liées au dossier. Mais nous, on les prévient une quinzaine de jours avant, de manière à ce qu'ils aient le temps d'étudier le dossier. Et ça, c'est très important de pouvoir après en parler, échanger avec leurs clients. Donc voilà, ils ont certes beaucoup moins de temps que sur des fonds ouverts où là, voilà, c'est ouvert. On rentre, on sort, c'est evergreen. Hein. Mais là, ils ont une quinzaine de jours pour se positionner et positionner leurs clients sur les opérations. Donc ça reste acceptable en tout cas par les partenaires. Ils aimeraient plus de temps, mais ça reste acceptable en tout cas. Nos partenaires acceptent. C'est le jeu et en fait le plus important pour le partenaire CGP, c'est de comprendre le mécanisme. Après, les projets sont souvent structurés de la même façon. Donc, à partir du moment où le principe d'investir via des obligations sur du court terme... Vous travaillez avec combien de partenaires CGP, vous, chez Baldis? Nous, on a commencé en septembre 2021, donc ça fait moins d'un an qu'on travaille avec des partenaires. On a plutôt été à l'écoute en disant ce sont eux qui nous ont appelés pour travailler avec nous et on doit travailler aujourd'hui avec une vingtaine de partenaires. D'accord. Et vous les sentez, comment dirais-je, aguerris? C'est-à-dire, ils maîtrisent le mécanisme, le process. Maintenant, oui. Et en fait, on travaille souvent avec eux à la demande de leurs clients en disant, voilà, je veux diversifier vers du crowdfunding. J'en ai entendu parler, je ne sais pas trop comment ça marche. Et le CGP vient nous voir pour bien comprendre le mécanisme. Mais c'est une offre qui aujourd'hui fait vraiment partie des allocations. Enfin, nous, on travaille avec un petit peu moins de 500 partenaires. Partenaires CGPI. On travaille également avec des family office, multi et on commence à avoir des institutionnels avec lesquels on commence à travailler. Et c'est vrai qu'ils y ont pris goût. Et ça a beaucoup de sens dans l'allocation de leurs clients, donc ils en demandent. Notre sujet est plutôt la matière première, donc de trouver les projets. C'est ça. Voilà, exactement. C'est vrai, l'enjeu est vraiment là. Et ça leur plaît beaucoup aussi parce qu'ils savent qu'au bout d'un an et demi ou 2 ans, l'argent va revenir et ils pourront faire une allocation différente. Et on va pouvoir tourner, et puis on ne reste pas scotché. Ils ne sont pas sur la SCPI sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça tourne assez vite. Ça tourne assez vite. Et puis, je pense qu'il y a aussi un côté séduisant à se dire, je teste le produit. Il y a ça, il y a aussi le côté, il y a aussi un peu le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'on investit dans un projet qu'on choisit. D'accord. Il y a un projet à Rouen, à Strasbourg, à Lyon, où j'habite à Lyon, il y a un projet à Lyon, je serais plus sensible, plus séduit par ce projet-là. Et on peut lier du coup l'émotionnel et le financier en choisissant un projet dans lequel on croit ou qui est près de chez nous. Et l'ancrage territorial est important, auprès des clients finaux bien évidemment et des partenaires. Vous recevez, combien d'opérations vous poussez dans l'année, l'un et l'autre? Cette année, on va pousser à peu près 70 opérations. Et nous, on vise une par semaine, donc une cinquantaine. D'accord. Combien de dossiers reçus pour une opération validée? À la louche, à la louche, entre 15 et 20. Entre 15 et 20 dossiers pour en sortir un bon. Ouais, nous, on est entre 5 et 10% de dossiers validés entre ce qu'on reçoit et ce qu'on met en ligne. Alors là, une question un peu cambouis. On ouvre un peu le moteur. Vous, en tant que professionnel, vous recevez des dossiers, vous voyez un peu tout type de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on repère une bonne affaire? Alors bon, j'imagine qu'il y a tout un staff, une équipe qui fait des due diligence. Qu'est-ce qui fait, Alexandre, qu'on repère une bonne affaire et qu'on se dit à un moment, on ne va pas y aller? En fait, il y a 2 analyses. Une analyse sur le porteur du projet, son track record, son expertise, son expérience, le nombre de projets qu'il a fait. Si c'est un opérateur qui travaille depuis 20 ans et qui a fait une centaine de projets, on se dit, OK, il sait faire. C'est son métier. Donc l'analyse sur la partie corporate est validée. Et ensuite sur le projet en lui-même, est-ce que le permis de construire est purgé? Est-ce que la précommercialisation a démarré? Est-ce que le budget travaux est signé? Est-ce qu'il y a déjà un acquéreur pour racheter certains lots? J'ai l'impression qu'il y a un scoring en fait. Alors nous, chez nous, en tout cas chez Baldis, il y a un scoring. On a divisé un projet en 6 parties avec des notes de 0 à 10 pour chacune des parties et on en fait une moyenne. D'accord. Et du coup, c'est assez clair de se dire, ça permet d'écrémer. Et on peut se dire que si le projet nous paraît un peu moins bon, mais que l'opérateur est vraiment très bon, ça peut compenser un petit peu. Mais on s'attache à avoir une note A minimum sur le projet et une note A minimum
sur l'opérateur. Ok. Et si sur un des axes, il y a une note trop mauvaise, ça invalide? On a un comité en interne et on se D'accord. dit est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on prend une garantie supplémentaire Ok. sur le projet pour compenser une note de AB par exemple. Très clair. Thomas? C'est un peu le même principe. Alors, il y a des strates, hein. On descend, je dirais, l'entonnoir. Donc, les analystes font une bonne partie du travail au préalable. Comité, où il y a 3 collèges dans ce comité, des externes, des anciens professionnels, anciens directeurs de banque dans l'univers de l'immobilier, etc., promoteurs. Prévalidation en comité, on détermine les conditions, due diligence. Ça passe bien par notre département de risque. Aujourd'hui, on a tout un département constitué, qui a un droit de veto, voilà, qui dit c'est beau, mais et qui score également le projet, et puis ensuite c'est mis à disposition de nos partenaires et de nos clients. Ok, c'est clair. J'ai envie de vous demander, Thomas et Alexandre, en quoi vous êtes différents? Alors pas différents l'un de l'autre entre Baltis et Finpol, mais sur ce marché français des plateformes, vous disiez il y en a entre 10 et 15. C'est quoi votre musique? C'est quoi votre signature, Alexandre? Vos spécificités? Pourquoi certains partenaires, certains investisseurs viennent chez vous? Ouais, on a deux différences. C'est que la première, on en a un petit peu parlé, c'est qu'on investit beaucoup en région, dans les métropoles françaises. Oui, ça c'est important parce que ça crée de la proximité. Voilà, ça crée de la proximité et on croit beaucoup au territoire en France et on investit et on soutient l'économie locale. Et le deuxième point, c'est plutôt fiscal, c'est que tous les projets sont éligibles au PEA, PME. D'accord. Donc on permet aux investisseurs de souscrire via cette enveloppe fiscale qui est quand même avantageuse. Et ça, c'est pas le cas de toutes les plateformes. Ouais. C'est un argument, ça. Ouais. C'est un argument. Alors c'est un peu lourd en termes d'administratif pour nous. Pour vous. Mais on va dire que c'est un mal nécessaire parce que pour l'investisseur, c'est quand même beaucoup plus intéressant de passer par cette enveloppe. Ok. C'est clair. Chez Baltis, chez Finpol. Chez Finpol, c'est vraiment nos spécificités, c'est que on travaille déjà depuis 2016 avec des professionnels du patrimoine, donc on a l'habitude, je dirais, de travailler avec eux, avec toute la souplesse qu'il faut avoir, bien évidemment. Une gamme très très large. Je pense une des gammes les plus larges qui existent sur le marché. J'en parlais tout à l'heure. Alors, il y a la PME, mais on va le mettre de côté. Mais il y a également sur la partie crowdfunding immobilier cette courbe des taux dont je parlais, donc des produits, je dirais, avec un niveau de sûreté très 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 fort pour la trésorerie d'entreprise, et puis des produits avec également des sûretés, mais avec des rendements plus importants. Donc voilà, ça fait vraiment partie de nos spécificités, et une gamme très large de sous-jacents, que ce soit c'est ce que vous disiez. Ça, on peut le retrouver de part et d'autre. Ouais. J'aimerais qu'on revienne aux partenaires CGP. Qu'est-ce qui fait que moi, particulier, parce que je peux, moi, particulier, accéder à vos plateformes, pourquoi à un moment je vais décider de travailler avec un CGP plutôt que de me plugger directement sur vos plateformes respectives, Ça ne change rien pour le client final. Il n'y a pas plus de frais d'un côté ou de l'autre, etc. Il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a rien. Quand on annonce 9% de rendement, c'est 9% de rendement hors fiscalité, bien évidemment. Voilà. Donc il n'y a pas de différence. La vraie différence, et c'est vrai que c'est là où c'est quand même intéressant de passer par un professionnel du patrimoine, c'est qu'on a un conseil additionnel. Nous-mêmes, on est là pour apporter du conseil, mais je dirais le conseiller en gestion de patrimoine, donc CIF, apporte également sa touche de conseil, et apporte sa touche de conseil avec une vision globale du patrimoine de l'investisseur. Donc on incite, en tout cas, notamment quand il y a un certain niveau de patrimoine, de passer par un professionnel. De se faire accompagner. On peut éventuellement mettre en relation si c'est nécessaire. Parce que voilà, à partir d'un certain niveau de patrimoine, c'est important d'être accompagné. Oui, et puis effectivement, c'est pas la même chose de découvrir le concept avec un ticket à 1 000 €. Tout à fait. Et puis de mettre une application, un ticket à 50 ou 100 000. Voilà. Il y a aussi beaucoup de projets. Quand les plateformes lancent en moyenne un projet par semaine, l'investisseur peut vite être perdu en disant en fait, je ne sais pas dans lequel investir. Et la force du partenaire, c'est qu'il va il connaît son client. Il va auditer déjà les plateformes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont multiplateformisées, qui investissent sur plusieurs plateformes pour diversifier, et au sein des plateformes aussi plusieurs projets. Donc ça nécessite quand même pas mal de temps pour auditer, analyser et choisir le projet dans lequel on veut investir. D'accord, c'est clair. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'avenir? Alexandre disait, oui, on est en train de travailler à une ouverture en Belgique. Est-ce qu'on peut parler de l'avenir? D'abord au niveau du marché. Et puis au niveau de votre structure. Le marché, Alexandre, vous disiez, nous, on table sur un doublement, c'est ça, par an?
Alors, un doublement par an en France, sachant qu'on a évoqué que les frontières allaient s'ouvrir, donc le marché va devenir beaucoup plus gros et le potentiel aussi. Donc, on se prépare, toutes les plateformes se préparent à cette ouverture sur l'Union européenne en fin 2022. D'accord. Donc, c'est le premier sujet, c'est que le terrain de jeu est quand même beaucoup plus grand. Ensuite, nous, on va quand même rester quand même très franco-français. On souhaite ouvrir des bureaux en France, dans des villes, avoir un Baltis à Lyon, un Baltis à Strasbourg, un Baltis à Nantes. Quel est l'intérêt d'avoir pour être sur le terrain, donc plus proche des opérateurs et plus proche des investisseurs, les deux. C'est-à-dire que de pouvoir aussi animer de manière plus humaine la relation avec les investisseurs et les partenaires. Et on croit beaucoup à l'ancrage territorial, donc il faut être sur place. Est-ce que vous avez sourcé à l'étranger? Est-ce que éventuellement... Aujourd'hui, pas encore. Alors aujourd'hui, on est plutôt à discuter avec des opérateurs français qui vont, eux, avoir des projets en Europe, ce qui est plus facile parce qu'à priori, on va financer les structures qui sont domiciliées en France. Mais on va commencer, à mon avis, à partir de septembre, à regarder les opérateurs européens. Donc ça, c'est la première particularité, c'est les bureaux en région, l'ouverture à l'Europe. Et nous, l'actualité aussi, c'est on s'inspire de nos amis de Finpol, on va lancer une partie financement start-up private equity pour financer les start-up qui sont dans l'écosystème immobilier. Pour permettre on reste dans ce qu'on connaît dans notre écosystème immobilier. Et on souhaite permettre aux particuliers de diversifier aussi leurs investissements vers une autre classe d'actifs tout en restant dans l'écosystème immobilier. Donc, vous avez beaucoup de projets de développement pour Baltis. Oui, alors il y en a beaucoup d'autres. On refera un point dans quelques mois, mais il y en a d'autres qui arrivent aussi. L'avenir Finpol, que ce soit au niveau du marché ou de l'entreprise, c'est comment? Sur le marché, c'est vrai qu'Alexandre on a parlé, il va continuer de grossir et s'ouvrir, donc ça c'est important. Finpol a également cette volonté de continuer de grossir, donc que ce soit en termes de collecte, on s'est fixé des objectifs à peu près 150 millions d'euros de collecte cette année, et puis continuer de grossir au fur et à mesure des années. Et puis surtout, continuer d'innover. On a essayé de sortir un nouveau produit par an. En 2020, il y avait le capital assuré. 2021, il y avait la fiducie. On va continuer de sortir des produits. Sur le capital assuré, vous travaillez avec qui? On travaille avec des assureurs. On a travaillé avec S2C. On est en train de travailler prochainement avec d'autres assureurs également. Et puis, on va essayer, on va sortir là, très prochainement parce qu'on a une demande très forte, notamment d'institutionnels, des produits, des véhicules collectifs, avec à la fois la capacité de s'adapter, de proposer des véhicules dédiés à certaines typologies de partenaires d'une certaine taille, mais également des véhicules un peu plus collectifs, Finpol. Donc ça, c'est à venir. Je vois Alexandre qui veut réagir. Oui, c'est qu'en fait, je pense qu'on a la même stratégie au sein de toutes les plateformes, c'est de rajouter des petites briques au fur et à mesure pour avoir une offre plus globale et plus diversifiée pour les investisseurs, où quand ils se connectent sur la plateforme, ils ont un choix de typologie d'investissement, de durée d'investissement, de la nature des risques aussi. Donc ça m'étonne pas et que chaque semestre, chaque mois, on rajoute des petites briques. Voilà. Allez, pour conclure, une question qui concerne le développement de vos entreprises. Vous faites du crowdfunding, vous aidez des opérateurs à se financer. Le financement, pour le développement, l'un et l'autre, de Finpol et de Baltis. Vous êtes en autofinancement, vous faites comment? Vous faites rentrer des zinzins, des instits, vous avez des business angels? Nous, on a commencé de manière très artisanale au départ, en 2016. On a lancé en 2016. Et en 2021, on a ouvert notre capital à un opérateur immobilier, un expert qui est Foncière Magellan. D'accord. Le groupe Magellan est rentré au capital donc il y a à peu près un an pour nous aider à nous développer et accélérer notre développement. Ok. Et alors, on est en autofinancement, on est une entreprise profitable, donc mais on a fait rentrer en effet le groupe Consulteam en 2020 pour justement accélérer sur la partie professionnelle du patrimoine et également nous apporter le sourcing que pouvait avoir le groupe qui existe depuis plus de 25 ans. Oui, parce qu'ouvrir le capital, c'est parce parfois on a besoin d'argent, mais parfois aussi on a besoin d'être soutenu dans la dynamique de développement et d'avoir des idées et puis d'avoir des énergies et puis d'avoir des relais commerciaux. Alors nous, c'était pas, je dirais, l'aspect financier n'était pas nécessaire parce qu'on était rentable même avant l'entrée dans le groupe. Très clairement, nous, la volonté, c'était d'avoir une synergie industrielle d'une certaine manière et de pouvoir accélérer beaucoup plus vite avec son rapprochement. Le mot de la fin pour Alexandre. Oui, c'est un peu l'accompagnement, de dire on se fait accompagner par un actionnaire, c'est le développement et c'est pas effectivement que du financier. C'est de se dire il y a plusieurs synergies qui se mettent aussi au sein des groupes et au sein des partenaires. Donc je pense que, et aujourd'hui toutes les plateformes, il n'y a plus une plateforme aujourd'hui qui est indépendante, elles sont toutes rattachées minoritairement, majoritairement par un grand groupe. Oui, on ne peut plus être un électron solitaire tout seul dans son coin. Alexandre Toussaint, Thomas Doron, merci d'avoir été avec nous et puis merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. À bientôt.